L'accès à l'avortement pose-t-il problème dans la région et à quand une piscine publique à Ville-Marie? Voilà les questions qu'on s'est posées pour vous. Ici Anthony Dallaire et voici vos informations. Québec a dévoilé hier le premier plan d'action gouvernementale sur l'accès à l'avortement. Le gouvernement se prononce entre autres sur l'accès aux services en région et à l'information fiable et véridique pour permettre aux femmes de choisir. Un reportage de Cita Anne-Julie Labrec. Lundi, la ministre Biron s'est prononcée entre autres sur l'accès aux services en région et à l'information fiable et véridique pour permettre aux femmes de choisir. Des organismes œuvrant auprès des femmes ont des doutes sur la portée du plan gouvernemental. C'est un bon début. Ça va prendre beaucoup de choses encore pour vraiment aider toutes les femmes. Le bémol que je vois, c'est le montant qui est accordé à cette mesure-là, 7,2 millions pour tout le Québec. Dans le but de faire des campagnes de communication, de rendre plus accessible par des points de service supplémentaires. Je trouve que c'est pas beaucoup de sous. La grandeur du territoire complique l'accès aux services pour l'avortement, reconnaît la chargée de projet du regroupement de femmes de l'Abitibi-Témiscamingue, Chantal Lalonde. Il y a une clinique à Val-d'Or, une clinique à Rouyn. Étant donné la grandeur de notre région, ça peut être très difficile si tu as 2-3 heures à faire, si tu n'as pas de voiture, si tu ne veux pas que ta famille le sache, peu importe la raison, c'est extrêmement compliqué. Au-delà des services offerts, l'information disponible en lien avec l'avortement est parfois difficile à trouver, selon le regroupement. Mais une formation pour l'accompagnement à l'interruption de grossesse donnée par les passeuses contribue à changer la donne. Dans le contexte d'un avortement, étant donné qu'on sait la mécanique du processus, on est en mesure d'expliquer clairement comment ça va se passer selon les étapes et selon le nombre de semaines où elle est rendue. Donc, nous, notre objectif, c'est que la femme prenne la meilleure décision en fonction de comment elle se sent et de sa situation personnelle. Donc, c'est de l'information technique qu'on offre et non pas du jugement de valeur. Le CISAT et la ministre de la Condition féminine n'étaient pas disponibles aujourd'hui pour nous donner plus de détails sur le plan d'accès et les possibles actions dans la région. Cita Anne-Julie Labrec, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au Témiscamingue, maintenant, ça fait un peu plus de 5 ans que Ville-Marie a perdu son complexe aquatique et le comité complexe des eaux profondes tenait son assemblée générale annuelle hier soir. Alexandre, est-ce que le projet de piscine est toujours sur les rails? Oui, eh bien, Anthony, le projet d'une piscine à Ville-Marie n'est pas mort et loin de là. Bien entendu, hier soir, on est revenu sur la vive déception de l'été dernier, soit celle de ne pas avoir obtenu la subvention gouvernementale espérée. Le comité pensait vraiment obtenir la subvention du fameux programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air du gouvernement provincial. Maintenant, il faut attendre le prochain appel de projet qui serait quelque part l'an prochain, en 2025. Pour le moment, ce n'est pas toutes les municipalités du Témiscamingue qui sont prêtes à investir dans un projet de quand même près de 30 millions de dollars. Des réticences se font ressentir, notamment au nord du territoire. Et à ce sujet, on peut écouter Marc Girard, le maire de la municipalité de Laniel. Lorsqu'on n'est pas au statu quo, on avance. On le sait très bien qu'on ne parle pas d'un petit projet de 4-5 millions, on parle de projet d'une vingtaine de millions. On le sait très bien de la conjoncture depuis la pandémie et tout ça, que tout coûte plus cher, tout est plus dur. Donc, il faut convaincre les gens. Je ne pense pas que l'intention est toujours mauvaise en arrière. C'est sûr que chaque municipalité, il va avec son budget. Mais je ne pense pas qu'au Témiscamingue, on va faire un projet que personne ne va être capable de payer. Ça, on oublie ça tout de suite, c'est clair. Mais nous, qu'est-ce qu'on a besoin, c'est que les gens sentent que ce projet-là de complexe sportif, complexe aquatique au Témiscamingue, va faire en sorte que ça va amener des gens, ça va amener une économie, puis le bien-être des gens. Parce qu'on parle de 0-100 ans, là, on parle pas d'une clientèle large. Là. C'est donc là le travail qui attend le comité, continuer à mettre de la pression, oui, sur les élus gouvernementaux, mais surtout de générer une mobilisation de l'ensemble du territoire. Et d'ailleurs, des élections se sont tenues hier soir au conseil d'administration du 109 pour donner un second souffle à la cause, selon Marc Girard. Très bien, merci Alexandre. Au plaisir.
Mettons de la lumière dans votre univers scolaire. C'est le mot d'ordre pour cette édition de la Semaine des professionnels de l'éducation. Pour la conseillère pédagogique au C2S de Rouyn-Noranda, Marie-Pierre Béchard, leur travail est plus qu'essentiel pour mettre sur pied des projets. Elle qui mise sur l'apprentissage à l'aide du numérique juge que l'apprentissage peut se faire autrement. Est-ce que dans l'ère du temps où on se parle, c'est encore possible de concrètement réaliser des projets avec les élèves, pour eux, avec eux? En fait, de la façon que je l'ai vu quand j'étais enseignante, parce que ça part de là, tu sais, j'ai enseigné au primaire en 6e année. Et quand j'étais en 6e année, je me disais, il y a une manière différente de travailler la communication orale. Et puis là où je vais dans ma réponse, en fait, c'est que j'ai jamais vu les projets parce que je suis une enseignante qui, dans toute l'année, de septembre à juin, je fais de l'enseignement par projet. C'était ça ma façon d'enseigner. Donc, on passait la maths, le français, toutes les matières sous forme de projet. Pour moi, ce qui est important, en fait, c'est un projet, ça se fait avec des élèves, puis ça peut se faire toute l'année, puis ça peut se faire comme un projet d'envergure, mais il faut que ce projet-là ait la matière à l'intérieur pour être sûr que ce ne soit pas juste quelque chose de plus que j'ajoute à mon enseignement. Et c'est là où, des fois, je pense que comme enseignant, on n'a pas toujours la chance de s'asseoir, puis de voir l'ensemble de tout ça, puis de faire des choix ou d'aller, tu sais, on n'a pas toujours le temps quand on est enseignant de se former d'un peu partout, d'être au nouveau fait de tout ce qui se passe et tout. Puis moi, mon rôle, la raison pour laquelle j'ai passé d'enseignante à professionnelle, c'est que je me suis dit, je vais pouvoir créer des projets d'envergure, mais je vais avoir le temps de les coller sur de la matière, puis après ça, de les donner un peu clé en main aux enseignants, puis de dire, OK, regardez, vous pouvez faire des beaux projets, aller chercher de la motivation, travailler avec le numérique, mais pas dans un but de faire une activité récompense ou pas dans un but que, tu sais, on ne s'en serve pas après, dans un but vraiment que vos élèves vont apprendre. Puis c'est là où, oui, c'est possible de faire des projets d'envergure, puis c'est possible d'apprendre par projet, mais il faut vraiment qu'on le colle, puis il faut vraiment qu'il y ait de l'apprentissage qui se fasse pour de vrai, pas juste un bonbon ou pour aller chercher la motivation des élèves, dans le fond. En ce sens-là, ça prendrait plus de personnes comme vous, en fait, là, pour aider justement les enseignants, enseignantes à faire les étudiants. Mais c'est sûr que moi, je suis un peu, là, je le dis comme ça, là, mais je suis un peu crinquée, dans le sens où c'est une façon à moi d'apprendre qui me parle. Toute l'idée du laboratoire créatif, là, de donner la chance à l'élève de faire des essais-erreurs, de faire face à l'échec, dans le fond, pour apprendre, puis de vouloir se reprendre. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident dans le système dans lequel on est, puis c'est pas toujours évident avec les évaluations, les rendus et tout ça comme enseignant, de faire ce flip-là, surtout encore une fois, qu'on vit tellement à tous les jours en présence avec nos élèves, les évaluations, la correction, tout ça, qu'on n'a pas le temps, enseignant, d'organiser ça toujours. Fait que c'est vrai que c'est pas évident, mais c'est pour ça que moi, je suis devenue une professionnelle, parce que je me suis dit, je veux prendre le temps de faire ça pour les enseignants, puis de les aider, puis par la bande, mais ça va aider pas juste les élèves que j'avais dans ma classe, mais 25 petits minous, ça va pouvoir aider le plus grand nombre d'élèves possible dans mon centre de service. Et au culturel, la Ville d'Amos félicite ses bénévoles ce soir lors de la soirée reconnaissance des bénévoles 2024. La Ville veut reconnaître la contribution de ces bénévoles qui est essentielle à la bonne tenue d'un événement sur le territoire. C'est donc un rendez-vous à 17h au Théâtre des Esquerres. Et au sport, les Huskies de Rouyn-Noranda font partie du top 10 des puissances de la Ligue canadienne de hockey. Ils se retrouvent actuellement au 9e rang, tout juste derrière les Saguenayens de Chicoutimi. La Meute pointe d'ailleurs en ce moment au 3e rang du classement général de la LHJMQ à 1 point de la tête. Et à la météo de l'Abitibi-Témiscamingue pour ce soir et cette nuit, c'est des nuages avec un minimum de moins 1 degré pour l'Abitibi et de plus 2 degrés Celsius pour le Témiscamingue. Pour la journée de demain, c'est toujours des nuages avec de la pluie par endroits, maximum entre 5 et 6 degrés Celsius. Finalement, en aperçu pour jeudi, c'est de la pluie avec des maximums entre 5 et 6 degrés Celsius. Et voilà, c'était vos informations régionales. Merci encore d'avoir été des nôtres. Nous, on se dit à demain pour la suite des choses. D'ici là, prenez soin de vous.